Vous n'irez jamais croire ou faire croire à quelqu'un que La Fontaine était un fabuliste. C'était essentiellement un redoutable examinateur de la nature humaine. À propos de nos attitudes vis-à-vis de l'inconnu, voici ce qu'il disait. Le premier qui vit un chameau s'enfuit à cet objet nouveau. Le deuxième s'approcha. Le troisième fit un licou pour le dromadaire. L'accoutumance ainsi nous rend tout familier. Ce qui nous paraissait terrible et singulier s'apprivoise à notre vue quand se vient à la continue. Et puisque nous voici tombés sur le sujet, nous avions des gens au guet qui, voyant au loin certains objets, ne purent s'empêcher de dire que c'était un puissant navire. Quelques moments après, l'objet devint brûlot, puis nacelle, puis ballot, puis bâton flottant sur l'onde. J'en sais quelques-uns de par le monde à qui ceci conviendrait bien. De loin, c'est quelque chose, et de près, ce n'est rien. Je vous demande d'applaudir à présent Philippe Gabillet. Alors, deux mots sur Philippe, qui voulait d'abord être aventurier, puis guérisseur, puis médecin, tout ça pour le plus grand courroux du paternel. Et lorsque Philippe a décidé d'aller à Sciences Po, tout le monde s'est tu et était relativement content à la maison. Aujourd'hui, Philippe est dans la catégorie des professeurs en psychologie positive à l'ESCP Europe. Vous avez également fondé, Philippe, la Ligue des optimistes de France, dans laquelle siège Jean d'Ormesson. Je le confirme. Optimiste parmi les optimistes. Vous avez écrit plusieurs ouvrages, L'éloge de la chance, L'éloge de l'optimisme. Question, dans quel état d'esprit le dirigeant doit-il se comporter, préconisez-vous qu'il se comportât face au futur? Ah, voilà une question, voilà une très grande question. Vous savez, le futur, c'est un truc formidable. Je ne sais plus qui est-ce qui disait. Ça me passionne le futur parce que j'ai bien l'intention d'y passer le reste de mes jours. Moi, je trouve que c'est plutôt sage comme point de vue. Et je voudrais juste vous faire partager au démarrage une anecdote familiale, personnelle. J'ai eu un petit problème il y a une quinzaine de jours avec un client. Ça arrive, ça a dû vous arriver. Bref, j'ai raté une affaire. Enfin, l'école pour laquelle je travaille a raté une affaire dans laquelle j'étais... Donc j'étais furax. Je suis rentré chez moi, un scandale, ras-le-bol. C'était un très beau client, ils l'ont raté, ils s'y sont mal pris. Enfin bon, donc j'étais de mauvais poil, vous savez ce que c'est, le père de famille rentre un peu de mauvais poil. J'admets que j'ai beau être un gars très positif de temps en temps. Et mes enfants qui ont l'habitude diraient, tout d'un coup, j'étais à table en train de râler. Et tout d'un coup, mon téléphone sonne. Je dis, encore à cette heure-ci, il ne peut pas me foutre la paix. Et je regarde sur mon téléphone, et là, je découvre une petite carte envoyée par mes deux filles qui s'étaient en fait concertées et qui était la suivante. La vie te donne toujours une autre chance, elle se nomme demain. C'est mes filles. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Formidable. Et c'est vrai, vous voyez, dans le fond, demain, c'est un truc intéressant. Je crois que c'est Woody Allen qui a eu cette phrase grande. Il disait « J'ai bien l'intention de vivre éternellement, et d'ailleurs, jusqu'ici, tout se passe comme prévu. » Ça, si ce n'est pas être optimiste, si ce n'est pas être positif, je ne m'y connais pas. D'un autre côté, dans nos cultures, on s'en méfie. Un vieux proverbe japonais nous dit « Parle de l'année prochaine et le démon sourira. » Parce que dans le fond, est-ce que savons-nous dans le fond de demain matin? Personne n'y a jamais été. Bien malin qui pourrait dire quel événement nous surprendra, peut-être en bien, souvent aussi, hélas, cela arrive, ça s'appelle la fatalité, en mal. Il y a certains métiers dans lesquels on est moyennement concerné par ça, mais quand on est dirigeant, quand on dirige des organisations, mais vous savez, un établissement scolaire, c'est pareil, hein, même une administration, il peut se passer des tas de choses. Dès l'instant où on dirige, le temps qui passe est une source permanente. Alors je dirais peut-être pas d'inquiétude, quoique, mais enfin en tout cas c'est une source permanente de tension. Voilà, de tension intellectuelle, parfois même de tension physique. Hein.
On le sent là, ça se passe là. Et c'est pas très étonnant d'ailleurs. Hein. Dans le fond, Suter, c'était un grand psychiatre. Il avait eu cette belle phrase, c'était dans l'introduction d'un de ses ouvrages, sur l'anticipation justement, où il disait « En regardant vivre les hommes et les femmes, bien évidemment, il m'est apparu que leur principale et presque seule préoccupation était de vivre par avance leur avenir. » Ça, c'est quelque chose, on dit ça, ouais, c'est des mots, c'est pas que des mots. Imaginez, dans cette salle aujourd'hui, dans ce grand palais des congrès, imaginez que je vous donne à chacun d'entre vous une balance, vous savez, les vieilles balances à l'ancienne, là, les vieilles balances d'épicier. Et je vous dis, voilà, mesdames, messieurs, je vais vous donner une possibilité. Sur l'un des plateaux de la balance, je vous donne la possibilité de matérialiser le temps que vous passez en moyenne dans une journée normale, dans une semaine de vie normale, le temps que vous passez à être mentalement orienté sur votre passé. Et puis, sur l'autre plateau de la balance, je vais vous donner un autre pouvoir qui va être celui de matérialiser le temps moyen que vous passez dans une journée normale, dans une semaine normale, à être mentalement orienté sur votre futur. Ce que je ferai demain, la semaine prochaine, tout à l'heure, ce soir. Il n'y a pas photo. La plupart d'entre nous, pour ne pas dire chacun d'entre nous, nous passons beaucoup plus de temps mentalement à être orientés, attirés par le futur que par le passé, que pourtant nous connaissons bien mieux. Mais être davantage intéressé, tendu, motivé par le futur plutôt que par le passé, c'est normal. D'ailleurs, c'est quand ça s'inverse que, comme diraient mes enfants, c'est pas cool du tout. Parce que si ça s'inverse temporairement, n'importe quel médecin généraliste vous le confirmera, ça reste quand même le premier symptôme de la dépression. Et puis si ça s'inverse définitivement, le même médecin généraliste, ou en tout cas son collègue gérontologue, vous confirmera que c'est le premier symptôme de la sénilité, l'incapacité à se projeter, sous prétexte que le plus long est fait. Ben non, c'est pas si évident que ça ne marche pas comme ça. Et en fait, vous voyez, le futur est difficile à explorer parce qu'il nous joue des tours mentalement. Oh, bien sûr, vous aurez toujours des managers, que dis-je des managers? Non, des leaders. Le manager, éventuellement, peut s'intéresser. Non, mais le leader, lui, il s'intéresse au futur. D'ailleurs, le vrai leader va dire à ses collaborateurs, mesdames, messieurs, le futur, moi, je peux vous en parler, j'en viens. Respect. Le type, il arrive de 2025, tout s'explique. Hein. Alors, quand on s'intéresse au futur et qu'on en parle avec des dirigeants, moi je suis prof dans une grande école de management, donc des dirigeants, j'en vois tout le temps. Et je me mets à leur place. Hein, quand on parle d'avenir, vous dites, attendez, l'avenir, c'est plus ce que c'était. Hein, d'abord, dites donc, en ce moment, ça pulse, ça s'accélère. Ah ben oui. Mais vous savez pourquoi ça s'accélère? C'est parce que quand on va très très vite, je ne sais pas, il y en a peut-être, probablement qui font de la course ici, hein, ou du pilotage, ou du rallye, que sais-je, mais vous savez que quand vous êtes dans une voiture à 100 à l'heure, par exemple, 100 à l'heure, les 4 mètres, 5 mètres, 10 mètres qu'il y a dans votre voiture, vous croyez en toute bonne foi que ces 10 mètres, ils sont dans le futur. Mais en fait, vous savez pertinemment qu'ils sont déjà dans le passé. Il peut se passer n'importe quoi sur ces 10 mètres, c'est déjà derrière vous. Si c'est un lapin, c'est embêtant pour le lapin. Si c'est un poteau électrique, c'est embêtant pour vous. À partir d'une certaine vitesse, ce qui est devant est déjà derrière. Alors on comprend le problème. D'ailleurs, c'est jamais la vitesse qui fait peur. Rarement. C'est l'incertitude liée à la vitesse. Le gars qui est un pilote de Formule 1, il vous dira, hein, si... Ah, c'est un moment donné, j'éternue, pendant le clignement de Dieu, là où j'éternue, paf, j'ai fait 30 mètres. Ça fait réfléchir quand même. Hein. Bon. Alors, tout s'accélère. Certains vous diront, mais oui, mais c'est les technologies, c'est mes concurrents, c'est les consommateurs, la réglementation, etc. Les décisions publiques. Non, là, je rigole. Heureusement que tout ne s'accélère pas. Ça sent, hein, on n'y a plus. Je ne sais plus qu'est-ce qu'il avait dit, je crois que c'est Jean-Pierre Raffarin, d'un ancien de mon école, hein, qui avait dit jusqu'à présent, on avançait dans la mauvaise direction, maintenant on recule dans la bonne. Mais plus vite. C'est comme ça, hein, ça arrive. Mais il n'y a pas que l'accélération, vous voyez. Il y a la complexité. Moi, je le vois dans les ressources humaines. Quand j'ai démarré, moi je suis né en 58, bon, donc je suis la génération, là, les baby boomers, voilà, enfin, hors taxe quand même. Et à l'époque, moi, les ressources humaines, ça m'intéressait beaucoup quand j'étais en fac, tout ça. Alors, il y avait des études pour être directeur du personnel, administrateur de la ressource humaine, un truc qui posait quand même. Vous voyez, bon. Après, on devient directeur des ressources humaines. Bon, jusque-là, ça allait encore. C'était l'humain.
Puis un jour, on me dit, attendez monsieur, mais l'humain, c'est bien beau, mais vous n'êtes pas que ça, hein. Vous devez aussi devenir un business partner. Je dis, mais c'est-à-dire, ben oui, mais en quoi est-ce que vos décisions de ressources humaines vont avoir un impact financier, etc. Je dis, mais attendez, mais je ne sais pas compter, moi, je suis DRH. Il va falloir pourtant. Et après, il fallait devenir un strategic partner. Et l'autre jour, on me demande, authentique, hein, une revue, mais qui me dit, est-ce que vous pourriez me faire un article? On voudrait démontrer que le DRH est en train de devenir un happiness partner. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est mes parents qui auraient été contents, parce que franchement... La complexité, c'est ça, c'est que le labyrinthe est là. Quand le labyrinthe, on le voit de haut d'ailleurs. Vous savez, imaginez un labyrinthe, vous survolez un labyrinthe de verdure, par exemple. Imaginez un labyrinthe de verdure qui ferait 10 hectares. Vous survolez le labyrinthe avec un ULM comme ça, jour après jour. En survolant le labyrinthe, vous apprenez comment fonctionne ce labyrinthe, vu d'en haut. Attention. C'est-à-dire que là où vous êtes, ça vous paraît évident, à gauche, droite, gauche, puis on sort. Vous êtes d'ailleurs un petit peu malheureux pour les pauvres gars qui sont à l'intérieur du labyrinthe de verdure et qui, eux, sont complètement paumés. Puis on vous dit, mais attendez, mais monsieur, mais ça c'était que la première partie, hein, maintenant il va falloir rentrer vraiment dans ce qu'est un labyrinthe. Hein. Vous allez rendre l'ULM, je rends l'ULM, puis on va vous mettre au milieu du labyrinthe, on met au milieu du labyrinthe, et alors là c'est très différent. C'est plus du tout le labyrinthe que je survolais depuis des semaines. Là, je dirais, il y a des trucs verts partout, il y a des... C'est affreux, quoi. D'ailleurs, je me demande à quoi ça m'a servi de survoler ce fichu labyrinthe pendant des semaines, alors que maintenant que je suis dedans, je ne comprends rien. Le pédagogue, ou le prof de grande école, hein, c'est pareil, vous dira, monsieur, madame, c'est maintenant que vous vous sentez perdu à l'intérieur du labyrinthe que vous êtes en train d'apprendre de façon authentique. Je dis, ben alors si c'est ça, dans ce cas-là, il va peut-être mieux commencer par là. Elle dit non. Parce que le fait d'avoir survolé le labyrinthe, donc la complexité, mais comme nous, on lit des bouquins, on lit des articles, on assiste à des colloques, donc on survole la complexité. Dès l'instant où vous avez suffisamment survolé, à l'instant où vous vous trouvez à l'intérieur du vrai labyrinthe, il va se passer un mécanisme extrême, formidable, lié au cerveau humain, et que vous allez apprendre beaucoup plus vite. C'est d'ailleurs à ça que ça sert, il faut toujours dire ça à vos enfants. À quoi ça me sert de faire des études pour apprendre plus vite? Tais-toi et va bosser. Voilà, c'est le principe de base. Troisième idée, le manque de visibilité. Pourquoi le manque de visibilité? Mais pour une raison très simple, c'est que nous avons tous le sentiment que nous avons moins de visibilité aujourd'hui qu'hier. Ça laisse donc sous-entendre qu'hier nous en avions. Attendez, moi un jour j'ai failli me fâcher avec un dirigeant, il me dit « Le phare de ma pensée a du mal à illuminer la route du futur. » Je lui dis « Écoutez, le prenez pas mal, hein. Je ne vous dis pas qu'il n'y a pas de phare, hein. Je vous dis qu'il n'y a pas de route. » Il me dit « Vous êtes un peu insolent. » Je dis « Non, je ne suis pas insolent. Il n'y a pas de route. On ne sait pas de quoi demain sera fait. » Et d'ailleurs, je vais vous dire, c'est très simple. Souvenez-vous, quand on est petit, tout petit, si vous avez des enfants ici, à un moment donné, vos enfants, d'ailleurs vous-même, vous étiez comme ça. Un jour, vous savez quand est-ce que vous avez commencé à créer un stress pour vos parents, pour votre maman, surtout votre maman d'ailleurs, votre papa parfois. C'est le jour où vous vous êtes levé, vous avez commencé à marcher comme ça, tout seul, sans personne qui vous tenait. Là, pour vos parents, c'est un stress, parce que ça veut dire que vous avez commencé à faire n'importe quoi. Vous commencez à acquérir l'autonomie motrice, etc. Bon. Alors vous savez qu'il faut savoir que à cet instant précis, le petit garçon, la petite fille qui se relève, qui se redresse et qui commence à marcher, dans son cerveau, c'est une espèce d'upgrade qui est en train de se faire. C'est-à-dire qu'il est en train de se rendre compte, inconsciemment à ce moment-là, qu'il est une créature spatiale. Il se déplace dans un espace. Il commence à comprendre intuitivement qu'il existe des choses devant, derrière, à côté, dessus, en dessous. Si on n'avait pas cet upgrade, comme on dit, on serait complètement largué, vous voyez, handicapé. Et donc tous les enfants, tous les êtres humains sur cette terre, ils passent par ce moment-là. Il y a des mois qui vont passer, puis des années qui vont passer, puis vers l'âge de, ça dépend desquels, 3 ans, 3 ans et demi, 4 ans, là ça dépend. Il y a un deuxième upgrade qui va se faire. Le même petit garçon, la même petite fille, vous, quand vous avez cet âge-là, vous avez à un moment donné commencé à vous rendre compte qu'il y avait quelque chose de bizarre, c'est que il y avait quelque chose qui s'appelait demain. De même qu'il y avait quelque chose qui s'appelait hier. La semaine dernière, je suis allé à la fête de Magali. La semaine prochaine, on part en vacances chez mamie. Il existe un truc qui s'appelle le temps. Alors, c'est pas très clair, mais en tout cas, il y a un avant, il y a un après, il y a un aujourd'hui, hier, demain. Alors, ça aussi, c'est un sacré upgrade. On se rend compte brutalement qu'on est aussi une créature temporelle.
Ça peut avoir des conséquences d'ailleurs, même par rapport, vous voyez, à la conception qu'on a de nous-mêmes en tant qu'être humain. Bon. En revanche, vous n'avez jamais vu personne, on n'a pas un exemple d'un être humain, qui ait appris à se situer dans le temps avant de cette situer dans l'espace. Et ça a donc une conséquence, c'est que vous et moi, nous tous ici, quand on était petits, quoi, nous avons tous appris à nous situer dans le temps en utilisant les concepts qui nous avaient servi à nous situer dans l'espace. C'est ce qui nous a fait dire, sans jamais nous poser la moindre question, j'ai mon avenir devant moi. Et le futur est derrière. Et le passé est derrière, pardon. Mais si vous avez des preuves, je vous paie des prunes, moi. Quelqu'un qui vous dit comment ça, mon avenir est devant moi, mais où ça? Non, il n'y a rien devant. Sur la flèche du temps, imaginez qu'il y a une flèche du temps. Imaginez, voilà, sur la scène là, il y a une grande flèche du temps. Une vraie flèche, vous voyez, une flèche par terre, grande flèche. Le passé, le présent, le futur, tout ça. Les gens qui vous disent, oui, mais moi, je suis sur la flèche du temps. La flèche, elle part par là. Non, 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 non. Non, non. Pourquoi? Parce que devant nous, je suis navré, ce n'est pas le futur qu'on a. Hein. Sur la flèche du temps, si vous regardez bien, c'est comme ça qu'on avance. Hein. Le passé est là, on l'a sous les yeux, on y pense en permanence. On s'en souvient. Mais ce qui va se passer dans 10 minutes, là, moi, j'en sais rien. Hein. Je peux faire des paris, mais j'en suis pas sûr. Et donc, j'avance dans le temps, effectivement, mais j'avance à reculons. Et je retravaille tout ce que j'ai en mémoire. C'est ce qui me permet de ne pas être frappé d'horreur, vous voyez, par rapport à l'incertain. Parce qu'effectivement, ce qui est terrible, c'est l'imprévisible. Ce qu'on appelle, les mathématiciens appellent ça le signe noir. Le signe noir, c'est-à-dire cet événement extrêmement important que personne n'a vu venir. Personne. 11 septembre, signe noir. Twitter, signe noir. C'est pas que du négatif. Charlie, signe noir. Le crash, là, signe noir. Les éléments les plus importants sont généralement les plus imprévisibles. Et vous voyez, en fin d'année, là, on sera en décembre de l'année qui vient, là, la dernière semaine de décembre, on aura à la télé des rétrospectives d'actualité. Mais vous pouvez faire l'expérience. Vous regardez au moins une ou deux de ces rétrospectives d'actualité de l'année 2015 en fin d'année. Ceux dont on parlera dans ces rétrospectives, on parlera d'événements dont, à l'heure où je vous parle là, nous n'avons pas la moindre idée. Les choses les plus importantes qui se sont passées dans le monde, qui vont continuer à se passer, sont des trucs de toute façon qu'on ne peut pas prévoir. Alors certains me disent, mais alors si c'est ça, alors pourquoi je fais des budgets? Mais parce que justement, il faut faire des budgets. Le budget, si vous voulez, c'est comme le business plan. C'est un acte magique. Ça a un peu, comment vous dire, la même fonction sociale que la danse de la pluie. Oui, alors s'il y a des directeurs financiers dans la salle, je m'en excuse par avance de tenir des propos d'anthropologue. Mais quand je vous dis que c'est... Pourquoi? Parce que vous pouvez faire tous les budgets que vous voulez, tous les plans financiers. Il suffit qu'il y ait 2-3 pépins économiques, le pétrole qui pète, et le dollar, et le machin, et tout ça, et l'euro. Et puis vous allez voir, on n'a pas la moindre idée d'à quoi va ressembler la conjoncture économique dans les 6 mois qui viennent. Et on fait des plans à 4 ans. Non mais attendez, vous rigolez. On est en plein acte chamanique, je dirais. On a les plumes sur la tête, et EBITDA, EBITDA, EBITDA. Attendez, soyons sérieux. Bon, mais enfin, ça reste entre nous. Hein. Ce qui est très important, c'est que nos collaborateurs croient que c'est vrai. Sans ça, que deviendrait le monde. Alors, vous voyez, quand on y réfléchit bien, l'accélération, la complexité, le manque de visibilité, l'imprévisible, et on nous dit derrière, il faut faire des plans. C'est pas simple, l'histoire. Alors, moi, je vais vous proposer, là, un petit aide-mémoire, vous voyez. Dans le fond, 2025, j'ai pris 2025 parce que c'est, par rapport à maintenant, c'est un chiffre rond. Voilà. On a 10 ans. Donc vous voyez, 10 ans, 3650 jours, enfin bon. Et là, attendez, est-ce que vous pouvez me dire ce qui va se passer dans 10 ans? Non. Mais je peux vous dire les questions que vous, si vous êtes aujourd'hui chef d'entreprise, si vous dirigez des activités, vous n'êtes pas devin, mais il y a des choses qu'on peut commencer à voir. Alors, bien évidemment, attention, il ne faut pas se tromper, hein. Il y a des méthodes dont il faut se méfier. Par exemple, vous avez la méthode divinatoire. Je vous ai mis un truc ici qui est un truc qui est pas mal. C'est une innovation. Ça a été pondu par des Suisses. Car le Suisse est innovant. Et pas uniquement d'un point de vue bancaire. Aussi d'un point de vue horloger. Ça, c'est une montre suisse. Montre faite par les établissements Borgeau. Très vieille maison, très honorable, de la place suisse horlogère. Ils ont inventé une montre qui prédit l'avenir. Ils ont fait une espèce de joint venture, et c'est absolument authentique, hein, avec des mages indiens, enfin, un syndicat de mages indiens à Bangalore, enfin, des gens très bien par ailleurs, enfin bon.
Et alors, c'est une montre donc, qui vaut un bras quand même. Hein, je veux dire, ça doit valoir 6 ou 7 000 € la montre. Et alors la montre, elle a des mécanismes aléatoires à l'intérieur. Et donc vous avez entre autres 3 morceaux de métaux précieux à l'intérieur et qui sortent du cadran de façon aléatoire. Un en argent, un en or, un en platine. Tout d'un coup, vous regardez, et tout d'un coup, à part ça, ça fait montre aussi quand même, ça donne l'heure quand même. Bon. Et alors, quand c'est le truc en argent qui sort, c'est, vous allez avoir un emmerdement. Alors ça ne dit pas lequel, pour laisser une place à la créativité, vous voyez. Bon. Quand vous avez le petit haricot en or qui sort, paf, vous allez avoir un truc super. Et de temps en temps, c'est vraiment encore plus aléatoire, c'est encore plus rare, c'est le petit truc en platine qui sort. Et alors là, c'est bingo. Alors moi, ce qui m'a toujours étonné d'un point de vue marketing, c'est qu'en fait, comme c'est quand même une montre un peu chic, hein, bon, il y a un modèle pour homme et un modèle pour femme. Et comme c'est une série limitée, il n'y a eu que 150 modèles pour les hommes et 600 modèles pour les femmes. Allez donc comprendre. Moi, je n'interprète pas, je constate. Alors après, ça c'est le devin. Le devin, donc c'est ça. Alors après, vous avez autre chose. Vous avez un truc, c'est le prophète. Le prophète, lui, il vous annonce généralement des catastrophes. Les prophètes de l'écologie, les prophètes de l'économie, etc. Alors là, je vous en ai mis un à barbe, mais il y en a, ils sont pas comme ça. Hein. Il y en a, ils sont, chez mon copain Calvi, assez dans l'air, je dirais, ils ont le costard, la cravate, etc. Mais ils vous expliquent, non seulement on va à la catastrophe, mais on y va vite. Ah bon? Et il vous explique les différentes façons dont nous allons nous écraser sur le mur de, alors, compléter au choix la décroissance, le machin, etc. etc. Alors, on peut faire ça aussi en entreprise, mais c'est déconseillé. Alors, vous avez l'approche assez banale, c'est je vous fais de la prévision, je vous prends des données, tout ça, je vous prends des datas, je vous fais des scénarios, des projections, des trucs. Et puis alors, vous avez alors le leader charismatique, je vois le monde tel qu'il va changer. Je vais vous dire, on peut faire ce qu'on veut dans le fond. Enfin, on peut faire ce qu'on veut. Oui, on peut faire ce qu'on veut. Enfin, il ne faut juste pas se tromper de demande. Vous voyez. Imaginez un gigantesque palais des congrès. Et il y a le CEO d'une entreprise mondiale, connue dans les médias, on ne dira pas le nom, pour ne pas vexer. Le gars, alors je dis le gars, je pourrais dire la fille, mais je vais dire le gars, vous allez voir ce qui va suivre après, vous me dire le gars. Il y a 4000 personnes dans le palais des congrès. Et ce chef d'entreprise, en fait, il y a toute la presse professionnelle qui est là, les collaborateurs, les syndicats, tout. C'est un grand, un géant du monde industriel. Et dans ce palais des congrès, la presse mondiale a été convoquée pour que le type vienne annoncer le projet 2030 de la boîte en question. Je ne sais pas si vous imaginez l'ambiance de folie qui règne. Et à ce moment-là, tout d'un coup, noir sale, un gigantesque escalier qui monte comme ça, derrière, des fumigènes, devant, en bas des escaliers, quelques girls. Et tout d'un coup, le type arrive en haut, oh, il apparaît, vous voyez, avec la musique symphonique, façon Nuremberg, un truc un peu comme ça. Et à côté de lui, il y a un petit PowerPoint. Et le gars, il commence à expliquer, ben voilà, alors pour l'année qui vient, les chiffres de production, fourchette haute, fourchette basse, fourchette moyenne, les problématiques de production que nous risquons de rencontrer, alors au niveau commercial, le lancement de la nouvelle appli, machin, etc. Et alors là, vous voyez, les 4000 personnes qu'il y a dans la salle, tout d'un coup, il y a un blanc. Ils disent, mais attendez, mais on s'en fout, quoi. Le gars, on attend qu'il nous fasse une vision d'avenir, 2030, tout. Il se pointe avec le PowerPoint et il commence à nous faire des prévisions. Même sur les 4 ans qui viennent, ça n'a aucun intérêt. Quand les gens attendent des visions et qu'on leur livre des prévisions, on crée une frustration. Alors vous avez une deuxième histoire, c'est, dans la même entreprise, on va dire, tiens, le directeur des systèmes d'information, le DSI. Pas le DSI de base, hein, moi je vous parle du DSI monde. The DSI. Quoi, bon. Et le DSI, on dit, cher ami, vous n'oubliez pas, hein, mardi prochain, devant les membres du board, à, je sais pas, on va dire à Levallois, par exemple, et vous présentez l'état d'avancement de l'implantation de SAP dans toutes les filiales du groupe. Qu'à cela ne tienne. Bon. Le jour J, board, le DSI monde se présente et arrive devant le board mondial en disant « Mesdames, Messieurs, concernant SAP, j'ai eu une vision. » Comment ça, une vision? Oui, un feeling. Comment ça, un feeling? Un feeling à 20 millions de dollars? Mais comment ça? Oui, j'ai un feeling, je vous explique. On est en 2020. Hein? Oui. SAP tourne enfin dans les filiales du groupe depuis 8 jours. Ouh là là! Attendez, mais vous n'avez pas 2-3 slides, un PowerPoint? Ah non, on s'en fout de ça, j'ai un insight. Ça vient de l'intérieur. Alors là, je vais vous dire, amusez-vous à faire ça. Comme disait l'autre, moi, je vous promets une carrière en forme de comète. Intense et brève.
Parce que si moi j'attends des prévisions et que vous me livrez une vision, ça va pas tarder à m'énerver. Partant de là, demain, c'est par où? Ben, je vais vous dire, on va essayer de mettre un petit peu d'ordre. Tout d'abord, quand on parle du futur, ça paraît bizarre hein, comme réaction, mais bien sûr, on est tous pris par le temps. C'est pour ça qu'il faut apprendre à ralentir, parce qu'il y a des choses qui, effectivement, changent pas si vite que ça. Quand on vous dit, oui, mais attendez, tout change. Vous savez, les Chinois, ils ont une belle expression. Hein, ils vous disent toujours, 9 femmes, même de bonne volonté, pourront jamais faire un enfant en un mois. Les Chinois, vous savez, c'est du... Bon, mais c'est pas faux quand même. Hein. C'est-à-dire que la question... Les dames, elles ont compris de suite. Il y a des messieurs qui disent, mais pourquoi et pourquoi? Ça fait comme ça, les enfants. Oui, bah. Donc, première question, ça c'est une question fondamentale, vous voyez, en stratégie, qu'on soit dans une multinationale, une PME, même une petite entreprise familiale, qu'est-ce qui n'aura pas changé? C'est-à-dire, la première interrogation qu'on devrait tous avoir, vous avez parlé très justement tout à l'heure de la nature humaine, c'est ça, c'est se dire, mais dans le fond, voilà, même, quelles sont les choses qui sont vraies pour nous aujourd'hui et qui seront toujours vraies pour nous dans 10 ans? Parce qu'on dit tout change, tout change. Mais non, attendez, je suis désolé, ça faut pas croire. Hein. L'ADN d'une entreprise peut changer, mais ce n'est pas obligatoire. D'abord, il y a toujours des besoins, il y a toujours des clients. Bien sûr qu'ils bougent, mais le fait même qu'ils soient là, ça existe. Puis il y a des éléments identitaires qui ne changent pas comme ça. Attendez, moi, la probabilité que m'appelant Philippe aujourd'hui, je m'appelle Barbara dans 10 ans, je ne vous dis pas que ce n'est pas possible, hein, je vous dis que je ne le sens pas. Vous voyez, il y a un problème stratégique aussi. J'ai des choix stratégiques que j'ai posés par rapport à ça. Vous parliez tout à l'heure de la nature humaine, c'est tout à fait vrai. Je veux dire, je ne sais pas, moi, à quoi ressembleront vos collaborateurs dans 10 ans. Je n'en ai pas la moindre idée. Mais je peux déjà vous dire, parce que vos collaborateurs dans 10 ans seront, en tout cas pour une majorité d'entre eux, des homo sapiens. C'est-à-dire des êtres humains. Donc des gens qui, depuis la nuit des temps, ont des modes de fonctionnement récurrents, malgré les technologies, malgré tout ce que vous voulez. Un homo sapiens, c'est un animal à territoire. Il a besoin de se sentir en sécurité sur un territoire qu'il maîtrise, un territoire physique, un territoire mental, un territoire de compétences, un territoire de relations. Un homo sapiens, c'est quelqu'un qui a besoin de recevoir des signes de reconnaissance pour exister. Quelle que soit sa culture, quelle que soit sa nationalité, on a besoin de recevoir des signes de reconnaissance. Positifs plutôt que négatifs, mais négatifs plutôt que rien du tout. De même que, et ça a été très bien dit tout à l'heure, un homo sapiens, pour pouvoir vivre, a besoin d'avoir le sentiment qu'il est en train de grandir quelque part. Alors, on ne grandit pas de la même façon. Certains, ils ont besoin de grandir à travers l'avoir. Ils veulent posséder, accroître leur patrimoine, etc., gagner plus de fric, etc. Bon, d'autres, ils vont vouloir grandir et progresser à travers le faire, bâtir, créer, développer, inventer, tout ça. Laisser une trace dans l'histoire. Bon. Il y en a d'autres, ça va être à travers l'être. C'est-à-dire s'accomplir, se rapprocher du grand tout cosmique. Chacun son truc. Oui, moi, j'ai pas de... Voilà. Mais ces éléments-là ne bougeront pas. Posons-nous toujours la question, dans le métier qui est le nôtre aujourd'hui, est-ce qu'il y a des choses qui sont relativement invariantes, qui évoluent plus lentement que les autres? Parce que c'est là-dessus qu'il va falloir se bagarrer, ne serait-ce que pour les conserver. Quand on vous dit, dans le monde, par exemple, du changement, le changement social, c'est un boulot de folie, le changement social. Ça a fait vivre des générations de consultants et ça va continuer. Et moi, je vais vous dire, il faut que tout le monde vive, hein, donc il n'y a pas de problème. Si ce n'est que, il ne faut pas dire des bêtises. Moi, quand j'entends, par exemple, des gens qui me disent « Ah, vous comprenez, dans l'entreprise moderne aujourd'hui, pour que le salarié accepte l'idée de changer et d'évoluer, il faut d'abord qu'il ait compris les avantages qu'il va pouvoir retirer du changement en question. » Oui, attendez. Oui, mais ça, c'est le salarié qui, est homo economicus, donc il est hyper rationnel, et en plus, il a confiance en vous. Mais la plupart du temps, le salarié, l'acteur social qui est au travail, c'est pas comme ça qu'il fonctionne. Je vous le rappelle, et ça, la recherche en sciences de gestion l'a largement démontré depuis 50 ans. Il faut savoir si on veut changer quoi que ce soit dans sa propre entreprise. Hein. L'axiome qui a été validé par la recherche aujourd'hui, c'est pour qu'un salarié accepte l'idée de changer, il faut d'abord et avant tout qu'il ait compris ce que ce changement va lui permettre de conserver. C'est pas tout à fait la même musique. C'est qu'on commence à dire, vous allez le voir, on va tout chambouler, faites-moi confiance. Et ta sœur. Non mais vous rigolez, c'est pas possible. Bon.
Donc, attention, la conservation, c'est très important. Donc, il faut un futur socle. On a tous ici un futur socle. Vous me direz, attendez, mais si ça se trouve, ça peut changer. C'est important, c'est de croire qu'on a un futur socle. C'est ça la culture de l'entreprise. Ces choses qui sont en nous, cet ADN qu'on porte, ces racines, et on croit qu'elles ne changeront pas. C'est peut-être un pari, et c'est peut-être un pari qu'on perdra, mais en tout cas, aujourd'hui, on croit à ça. Parce que si on n'a pas de conviction, qu'est-ce qu'il nous reste? Il ne reste plus rien. Alors, en revanche, il y a des choses dont on sait, ça c'est la deuxième question, qu'est-ce qui va changer à coup sûr? Parce que qu'on le veuille ou non, il y a des choses qui changent à coup sûr. L'obsolescence, c'est à coup sûr. Le vieillissement, c'est à coup sûr. Voilà, il y a des tas de choses qui sont à coup sûr. Moi, dans 10 ans, j'aurai 67 ans. Si je suis encore là, en tout cas. Si je ne suis pas là, j'ai plus de problème de toute façon. Donc, bon. Mais si je suis encore là dans 10 ans, moi j'ai 67 ans. Mais ça veut donc dire que aujourd'hui, je suis le père de 57 ans, de deux nénettes qui ont 16 ans et 18 ans. Ça veut dire que dans 10 ans, je suis le père de 67 ans, de deux jeunes femmes de 26 et 28. Il paraît que ce n'est pas pareil. En particulier d'un point de vue budgétaire. Bon. Mais bon. Vous voyez, ça, je dirais qu'on le veuille ou non. Il y en a un certain nombre d'entre vous ici, ils savent déjà que dans 10 ans, ils le savent. Ils n'ont pas la preuve, mais ils savent peut-être, ceux d'entre vous qui êtes propriétaires, vous aurez vendu. Vous ferez autre chose. Alors quand ça se passera, on ne sait pas trop, mais il y en a, ils savent déjà, ils le savent déjà, ils l'ont déjà là en tête, la taille de leur bateau. Amarré dans le port du Cap Ferret, mais je sais, je suis comme vous. Voilà. Bon. Après, vous avez, bien évidemment, donc cette logique, vous voyez, de qu'est-ce qui va obligatoirement changer? Ça dépend des métiers, mais vous avez sûrement déjà en vous un certain nombre d'idées de ce qui va changer à coup sûr. De même que vous avez sans doute aussi une idée, ça c'est une question très importante, vous savez, on dit toujours qu'est-ce que tu veux, c'est quoi tes projets? On ne se pose jamais la question qu'est-ce que tu ne veux pas? C'est important ça, hein? Qu'est-ce qui ne saurait être? Aujourd'hui, quand on parle du futur, on devrait toujours se demander, et on le fait de plus en plus d'ailleurs, de quel futur ne voulons-nous pas? De quoi je ne veux pas entendre parler? Qu'est-ce que je m'interdis d'envisager? Qu'est-ce qui est exclu? Je ne sais pas de quoi le futur sera fait, mais en tout cas, il ne sera pas fait avec ça. Il y a une anecdote que j'aimais beaucoup, une anecdote littéraire qu'on racontait. Marcel Proust recevait très peu de journalistes. Et il décide un jour, il accepte de recevoir un journaliste d'une revue littéraire de l'époque, donc d'après-guerre, après la Première Guerre mondiale, qui s'appelle Le Mercure de France. Et donc le journaliste est très content, il a eu cette interview, il y a très peu d'interviews de Marcel Proust à l'époque, et donc il discute avec lui, il interroge sur plein de sujets, et à la fin de la conversation, il demande à Proust, il lui dit, mais alors, maître, dans le fond, pour conclure, qu'est-ce que vous aimez vraiment, vous, en littérature? Et à ce moment-là, Marcel Proust le regarde, il lui dit, oh, cher ami, ce que j'aime en littérature n'a pas grande importance. En revanche, je pourrais vous parler pendant des heures de ce que je déteste en littérature. Oui. D'une façon générale, je me connais, j'ai des dégoûts très sûrs. C'est important d'avoir des dégoûts très sûrs, savoir ce qu'on ne veut pas, savoir l'homme ou la femme à qui on ne veut pas ressembler, savoir dans quel type d'entreprise, de quel type d'entreprise on ne voudrait pas être le dirigeant, quel type d'image on ne voudrait pas laisser. C'est important de temps en temps quand même, aussi positif qu'on soit, de savoir qu'est-ce que l'on veut maintenir, voyez, à distance par rapport à nous. Alors, je ne dis pas d'ailleurs que ces questions-là, on doit les travailler tout seul dans son coin. Ça peut être un magnifique travail collectif, ça. Vous voyez, avec des équipes, avec des managers, avec des ouvriers, avec des collaborateurs. Voilà, notre entreprise, qu'est-ce qui n'aura pas changé pour nous dans 5 ou 10 ans? Qu'est-ce qui aura changé à coup sûr? Quels sont les futurs dont on ne veut pas pour nous? On n'est pas sur un travail individualiste. On peut aussi être un travail à caractère collectif, collaboratif, culturel. Ensuite, vous voyez, dans les questions à se poser, une fois qu'on a réglé le problème des sens interdits, on peut s'interroger, c'est la quatrième là. Ça, c'est une question très intéressante. J'ai entendu à plusieurs reprises le mot prononcé, d'ailleurs. Hein. C'est les tendances. Qu'est-ce qui a déjà commencé à changer pour nous? Voilà, depuis 1 an, 2 ans, 3 ans, quelles sont les tendances sur lesquelles nous sommes? Alors là, vous avez généralement, d'ailleurs, des observatoires qui font ça très bien, qui mesurent par métier, par profession, par secteur, par région de France, par région du monde, qui mesurent les tendances. C'est intéressant de les connaître. Ça ne veut pas dire en être victime, vous voyez, ou les croire aveuglément, mais être en permanence dans l'interrogation, dans la veille, regarder la curiosité de ce qui se passe autour, vous voyez. Mais pourquoi? Mais simplement pour comprendre sur quelle tendance, vague de fond, etc. on est. Ça, c'est une vraie responsabilité aujourd'hui du dirigeant et de la dirigeante.
Et à quoi sert tout cela? Ça sert à répondre à la 5e question. Quelles sont aujourd'hui nos principales incertitudes à l'horizon 2025? Parce que dans le fond, un dirigeant, c'est aussi quelqu'un. On voudrait toujours que le dirigeant apporte les réponses. Mais attendez, déjà, s'il arrive à poser les bonnes questions, ça sera pas mal. Vous avez certains secteurs aujourd'hui pour lesquels l'incertitude clé, elle est sur dans quel pays puis-je relancer aujourd'hui mon processus de croissance, si je veux sortir de mon espace national, sur quel type d'offre puis-je relancer aujourd'hui mon activité, si je veux sortir de ce qu'est mon offre classique aujourd'hui. Il y a des tas de questions possibles, des tas d'incertitudes possibles, mais ce qui est clair, c'est que soit on considère que la réponse à ça, elle est aujourd'hui dans la tête uniquement des experts du métier, ou bien on fait une hypothèse hardie, une hypothèse audacieuse, qui est de dire, et si dans le fond, non seulement moi, dirigeant, mais mon équipe de direction, c'est sûr, mais allons plus loin, mes collaborateurs les plus anciens ou les plus proches, voire les plus récents, voire les plus jeunes, et si en fait tous ces gens-là, d'autant plus qu'on parle de quelque chose qui n'a jamais existé, ça s'appelle l'avenir, et s'ils avaient en fait une compétence cachée là dans l'inconscient, et si en fait j'avais autant de fiabilité à aller demander à des gens qui travaillent chez moi depuis 10 ans, depuis 20 ans, depuis 4 mois, qui sont en stage, parler avec eux, à votre avis, l'avenir de l'entreprise, vous le voyez comment? D'ailleurs, je vais vous mettre à l'aise, il ne voit rien. Mais quand on dit à quelqu'un, vous voyez l'avenir comment, il va vous répondre sur comment il le sent. Voilà, je travaille dans cette entreprise depuis 2 mois, voilà ce que je sens, moi. Je me trompe peut-être, mais j'ai l'impression que vous allez là. Ça fait 20 ans que je travaille ici, j'ai l'impression que nous, on va là. Ce sont des représentations, mais ce sont des représentations dynamiques, vous voyez. L'imaginaire devient un moteur, parce que l'esprit humain a une puissance colossale à ce niveau-là. Être capable, comme ça, en utilisant les gens, de faire nourrir, à travers le collectif, le questionnement, par le groupe, quoi, par les gens qu'il y a là, ça c'est formidable. Et on peut terminer alors avec la dernière question, la question qui est celle qui vous intéresse, vous, pour le coup, directement. Alors c'est quoi la dernière question? Quand on fait ce genre d'exercice-là, on fait quoi? D'abord, on fait un travail de mémoire. Ouais. On dit, quand je regarde dans le rétroviseur, qu'on voit d'où on vient, qu'est-ce que ça m'apprend sur aujourd'hui? Alors, ça peut être trompeur. Hein. Moi, j'ai fait, pas longtemps, j'ai fait un audit culturel. On avait travaillé sur ce qu'on appelle les survivants. Alors, les survivants, c'est un concept qui est lié, vous savez, au management des fusions-acquisitions. Je ne sais pas s'il y en a qui ont été pris dans des fusions ici parmi vous. Alors le survivant, c'est celui qui a survécu à plus de 5 fusions et qui est toujours là. Alors nous, on avait commencé à bosser là-dessus, on avait un super échantillon, on avait 80 survivants, hein, des polyfusionnés. Il y en avait à peu près un tiers dans l'informatique, un tiers dans le pharma et un tiers dans l'industrie lourde. Et donc nous, on fait des études qualitatives, on fait notre job, quoi. Bon. Et alors j'ai un collègue qui me dit, je viens de trouver une typologie formidable. Il me dit, en fait, il n'y a pas un style de survivant, il y en a plusieurs. Je dis, avec ça, il dit, en fait, ce qui différencie les survivants, c'est la façon dont ils identifient comment ils ont survécu. Alors par exemple, effectivement, il nous a montré, c'est vachement intéressant, et on voit très bien que c'était lié à la mémoire. Comment est-ce qu'ils se souvenaient de ce qu'ils avaient vécu? Il y en avait qui vous disaient, on les a appelés ceux-là les rescapés. Le rescapé, c'est celui qui vous dit, d'ailleurs il est tout en kaki, vous voyez, et en kaki, il a le casque et tout, le couteau, puis il vous dit, voilà, moi de toute façon, je me suis adapté dès le début, j'ai collé au terrain. Le marine s'improvise, le marine s'adapte. Voilà. Et donc à partir de là, je me suis adapté, je me suis formé, j'ai appris des trucs. Maintenant c'est bon, 1 fois, 2 fois, 3 fois, je suis entraîné. Survivor. Vous appelez ça l'enfer, il appelle ça chez lui. Voilà. Alors là, celui-là, généralement, il peut vous dire, vous pouvez continuer à fusionner tant que vous voulez. Moi, je suis prêt. Viens me chercher, viens. Alors à l'autre bout, vous en avez un tout petit, qui est là comme ça. C'est le miraculé. Vous en êtes sorti comment, vous? Je ne sais pas, parlez pas trop fort. Mais vous en êtes sorti, je ne sais pas, première fusion, deuxième fusion, olé, troisième fusion, hoppa. Et alors dans le lot, vous avez aussi une autre catégorie, c'est le sursitaire. C'est celui qui vous dit, je me suis sorti jusque-là. Mais la prochaine fois, je suis bon. Alors vous avez aussi une catégorie très intéressante, c'est le faux cul. C'est-à-dire, on appelle ça, nous en fait dans le jargon, parce que bon, on appelle ça l'usurpateur.
dans les entretiens de groupe, l'usurpateur, c'est formidable. Le mec ou la nana, il a échappé à 5 fusions. Et c'est le gars qui vous dit « Oh, m'en parlez pas. Quand je vois les gens compétents qu'il y avait ici avant. » Et motivés, hein. Ouh, ils sont partis. Et oui, moi je suis toujours là. Et oui, des fois je me dis que c'est pas juste. Mais c'est comme ça. Bon. Et alors vous avez la dernière catégorie, ça c'est formidable, dans les fusions, c'est ce qu'on appelle l'invisible. Les fusions l'ont pas vu. Non mais il faut le faire. Moi, une fois j'ai vu ça, un type, c'est grand laboratoire pharmaceutique, je ne dis pas le nom, laboratoire de R&D du laboratoire pharmaceutique, c'était à Rennes à l'époque. Bon. Moi je rencontre le gars pour un entretien, tout ça, il me reçoit très gentiment, moi je suis le chercheur, vous voyez, donc le gars, je pose mes questions, tout ça. Et alors, ils avaient fusionné, je ne sais pas combien de fois, en 20 ans, c'était un truc de folie. Et je vais pour interviewer ce patron, qui était le patron du laboratoire de recherche et développement de ce grand labo pharmaceutique. Et je lui dis, cher monsieur, première question, question ouverte, etc. Comment avez-vous vécu les différentes fusions? Et le gars, il me dit, les fusions, quelles fusions? Je dis, les fusions, quoi, que vous avez, il y a eu celle d'aller, souvenez-vous, il y a eu 86, il y a eu 91, 94. Ah oui, non, je comprends, oui. On vous a mal informé. Je dis, comment ça? Ah oui, ils ont fusionné, mais à Paris. Je dis, oui, monsieur, nous on est à Rennes, c'est quasiment la Bretagne. Donc, bon. Alors effectivement, si vous me demandez ce que ça a changé pour nous les fusions depuis 20 ans, je peux vous le dire. Hein. La business card, le logo, 4 fois ça a changé. Hein, ok. 2-3 procédures administratives à la norme, de toute façon, on ne les suivait pas avant, on ne les suit pas maintenant. Donc bon. Mais pour le reste, ils peuvent continuer à fusionner tant qu'ils veulent, ça tient chaud, c'est bien connu. Mais alors là, nous, là, le gars était en train de me dire, mémoire, quand je regarde dans le passé, là, il ne s'est jamais rien passé pour nous dans le passé. Qu'est-ce que vous voulez qu'il se passe dans le futur? Le problème, vous voyez, c'est que 5 ans après ça, il y a eu une fusion avec un gros américain, mais le gros labo américain, qui avait son propre laboratoire de R&D. Et puis pas n'importe où, hein, je veux dire, à Cheyenne, dans le Wyoming. Rien que du chercheur pakistanais modèle robuste, bac plus 12, payé au lance-pierre. Et là, quand on a commencé à dire aux Bretons bretonnants, ça vous dirait, Cheyenne dans le Wyoming avec les Pakistanais, bac plus 12, et qu'ils ont vu les tarifs, ils ont dit non, et c'est fini, et ça a été terminé. Signe noir, l'imprévisible, on n'avait pas pensé à ça. Alors en plus, bien évidemment, la caractéristique de l'anticipateur, c'est qu'il faut aussi faut inventer des trucs, vous voyez. On a un cerveau qui nous permet d'inventer des choses qui n'existent pas. Et on ne s'en rend pas compte, mais c'est formidable, hein. Vous allez voir, ça va très vite. Pensez à un éléphant. Peignez-le dans une couleur de votre choix, mais fluo. Posez-le devant un monument célèbre. Mettez-lui sur la tête un chapeau reconnaissable de loin. On est bon là? Vous êtes concentrés? Et maintenant, redressez-le sur ses pattes arrière et mettez-lui un porte-jartel. Je sais, madame, c'est un peu excitant, mais enfin, bon... Donc, là, vous voyez, vous venez de faire ce qu'on appelle un processus primo-associatif. C'est-à-dire que vous avez... Et c'est ça qui nous permet d'anticiper. Vous avez été récupéré dans votre cerveau des éléments d'une grande banalité, mais vous les avez associés d'une façon totalement originale, et c'est probablement la première fois dans votre vie que vous faites ça. Du moins, je l'espère. S'il y en a qui me disent, mais moi j'ai l'habitude de penser à ça très souvent, il faut qu'on en parle. Ça va être long, ça va être cher, vous allez me parler de votre enfance, enfin bon, on en discutera. Voilà. Donc, la mémoire, l'imagination, et bien évidemment, l'audace d'y aller, quoi. Parce que anticiper, et c'est le dictionnaire qui le dit, c'est même pas moi, vous prenez le Larousse. Anticiper, verbe du premier groupe, décider en fonction de conséquences estimées ou redoutées. C'est-à-dire que l'anticipation, c'est d'abord un processus de décision. Quand on vous dit, oui, le dirigeant il doit cogiter à l'avenir. Non. Le dirigeant, il doit prendre des décisions aujourd'hui par rapport à demain. Et c'est ça, dans le fond, l'art de voir venir. Qu'est-ce que vous faites les uns et les autres, d'ailleurs, ne serait-ce qu'en faisant des événements comme celui-ci, en lisant la presse économique, professionnelle, en lisant d'ailleurs la presse dans d'autres univers que la presse professionnelle ou économique. Vous surveillez, même sans vous en rendre compte, vous surveillez en permanence les liens, les tendances, vous cherchez à créer des liens entre les choses. Ça vous permet aussi d'envisager les options, ce qu'on appelle les options critiques. Vous savez, dans un monde incertain, celui qui gagne, c'est toujours celui qui sait ce qu'il fera si par hasard il perd. Celui-là, il va être difficile à surprendre. Ce qui est dangereux dans les mondes incertains, c'est qu'on passe son temps à raconter ce qu'on fera une fois qu'on aura gagné, quoi. Alors là, ça peut être risqué. Et surtout,
c'est quelqu'un qui va prendre des bonnes décisions. Mais attention, qu'est-ce que c'est qu'une bonne décision en 2015? Alors là, je vous mets à l'aise. Une bonne décision en 2015, c'est plus comme c'était le cas, moi, quand j'étais étudiant, même quand j'ai démarré dans le conseil, il y a 30 ans de ça, la bonne décision, c'était la décision qu'on avait pesée. C'est-à-dire qu'on avait le pour et le contre. La recherche opérationnelle, ça vous rappelle des trucs, les simulations, les scénarios alternatifs, le machin et tout ça. On passait un temps fou avant de prendre la bonne décision. On était dans un monde suffisamment stable, du moins le croyait-on, qu'on allait pouvoir se permettre de prendre une décision en anticipant et en investissant du temps avant de la prendre. Plus on avait mis du temps avant de prendre la décision, plus ça voulait dire que la décision allait être bonne. Mais ça, c'est terminé, hein. Je peux vous dire qu'en 2015, c'est terminé. Aujourd'hui, dans la quasi-totalité des décisions que vous êtes amenés à prendre, ne serait-ce que parce que vous n'avez plus de temps, quoi, vous n'avez pas l'information qui va, puis l'environnement est turbulent, la bonne décision en 2015, je vais vous dire, c'est la décision que vous allez prendre. N'importe laquelle, mais qu'à partir de cet instant, vous allez tout faire pour essayer de rendre bonne. Et ça, c'est le grand secret, vous voyez, du XXIe siècle. Les bonnes décisions de toute nature, politique, économique, c'est les décisions qu'on prend, on y va, quoi. Et on va tout faire, on va mettre toute notre intelligence collective, individuelle, partagée, collaborative, pour faire en sorte que cette décision, finalement, se révèle la bonne. La qualité de nos décisions importantes en 2015 et au-delà, la qualité de nos décisions se construit désormais après qu'on les ait prises. Alors bien sûr, avant, ça demandait du discernement, l'esprit de prévision, etc. Maintenant, ça demande du courage. Parce qu'on fait des paris technologiques, on fait des paris business, on fait des paris même sur les relations avec les gens. Voilà, c'est le monde dans lequel on est aujourd'hui. Alors, vous me direz, mais ça ne nous dit pas la balise qui manque. Mais la balise qui manque, en fait, c'est celle-là. Aujourd'hui, un dirigeant, dans le fond, vous tous ici dans cette salle, vous êtes dans le fond à la croisée des chemins, vous le savez. Vous avez un certain nombre de dossiers dans votre iPhone, là, dans votre agenda. En ce moment même, là, même pendant qu'on parle, l'ensemble des orateurs qu'on parlait aujourd'hui, à plusieurs reprises, je suis sûr certains se sont dit « Ah tiens, ça me rappelle tel problème sur lequel on est en ce moment. » Parce qu'on y va ou on n'y va pas. On dit oui ou on dit non. On s'entête ou on laisse tomber. On tente le coup ou on reporte. Mais on a tous en permanence comme ça aujourd'hui dans nos vies, pas uniquement d'ailleurs professionnelles, hein, ça peut être aussi dans la vie sociale ou même dans la vie personnelle parfois. On est à la croisée des chemins. Et quelqu'un qui est à la croisée des chemins, en fait, la question qui se pose, c'est celle-là. C'est quelles sont dans le fond aujourd'hui mes options? Quelles sont mes marges de manœuvre? Quelles sont les zones sur lesquelles j'ai encore la main? Il n'y a que ça qui... Après, la notion de bonne solution, c'est secondaire. En revanche, dans le monde dans lequel on vit, c'est le futur libre qui est important. Vous voyez, le futur libre, c'est ces éléments sur lesquels on peut véritablement faire bouger les choses. Il n'y a rien de pire pour se rendre malheureux aujourd'hui que de mettre son intelligence sur des sujets auxquels on ne peut rien. Alors, ça porte un nom d'ailleurs, hein, en bon français, ça s'appelle ruminer. Et voilà, vous avez des dirigeants, parfois ils ruminent. Ils n'arrêtent pas de ruminer sur la conjoncture, et le marché, etc. Mais on n'a plus le temps de regarder, de passer son temps à se complaire, à se morfondre sur des dimensions auxquelles nous, à titre personnel, on ne peut rien. Parce que si nous, on fait ça, comment voulez-vous que nos collaborateurs ne fassent pas la même chose? Le seul exemple qu'on peut donner, c'est dire, écoute, je ne suis même pas sûr que la décision que je suis en train de prendre, ça va être la bonne, mais je vous demande une chose, mettez votre créativité, votre innovation, votre sens de l'action, au moins sur des choses où vous pouvez faire bouger les choses, même un peu, où on a de l'influence. Alors, on peut avoir de l'influence sur la relation, on peut avoir de l'influence sur le lobbying, on peut avoir de l'influence... Il y a des tas de domaines sur lesquels on peut tenter le coup. Tenter le coup, ça ne veut même pas dire réussir, mais au moins, on a tenté, vous voyez, on a fait des choses. C'est ça aussi qui va donner un sens. Le chat de mon camarade Gueluc dit très justement, le futur commence immédiatement après la fin de cette phrase. Il a effectivement pas tout à fait tort, et je voudrais juste vous laisser en conclusion les différentes... quelles sont pour nous aujourd'hui nos priorités, quelles que soient d'ailleurs, je vais vous dire, nos activités. Première priorité, on a tous ici intérêt, on nous dit oui, il faut changer, il faut tout chambouler, il faut vous remettre en question. Ok, mais même quand on se remet en question, même quand on change, vous et moi, hein, et mon ami Thierry ici présent, nous avons tous des fondamentaux dans nos vies non négociables. Vous les appelez comme vous voulez, c'est vos valeurs, c'est des trucs auxquels vous croyez, c'est des convictions, etc. On ne peut pas tout changer, je suis navré, c'est pas humain. Et justement, il faut justement que beaucoup de choses changent pour que l'essentiel, lui, puisse se maintenir et perdurer. Sachant que cet essentiel n'est pas le même pour tout le monde. La deuxième idée, c'est que
Dès l'instant où on est face à une contrainte, dès l'instant, et ça a été dit tout à l'heure avec beaucoup de justesse, dès l'instant où on est face à quelque chose auquel on ne peut pas échapper, on n'a qu'une seule possibilité, le transformer en expérience d'apprentissage. Vous pouvez prendre le problème dans tous les sens. La difficulté, le déficit, l'échec, la maladie, etc. Pour certains, dans pas longtemps, la défaite électorale. Il faut en faire un outil d'apprentissage. Et voilà, qu'est-ce que ça m'apprend pour le coup d'après? Voilà. Et là, ça donne un sens. Les pires choses peuvent être rendues, non pas positives, hein, mais vivables, supportables, dès l'instant où ça nous a appris quelque chose sur nous ou sur les autres. La troisième idée, c'est qu'on a toujours intérêt à pratiquer l'option critique, toujours. Qu'est-ce qu'on fait si ça ne se passe pas comme prévu? Et qu'est-ce qu'on fait si ça ne se passe pas comme prévu? C'est typiquement une question qu'on doit se poser toujours à plusieurs. Ce n'est pas le patron tout seul dans son bureau, ce n'est pas l'expert tout seul. Non. Qu'est-ce qu'on fait, les amis, si par hasard, le client, là, on ne l'a pas? Qu'est-ce qu'on fait si le brevet, on n'arrive pas à le récupérer? Qu'est-ce qu'on fait si le chinois nous tombe dessus? Qu'est-ce qu'on fait? Mais on y réfléchit ensemble. La quatrième idée, c'est que on a intérêt à considérer que globalement, tout est ressource. Tout ce qui arrive peut être une ressource. En revanche, on n'est pas toujours dans l'environnement qui fait que ce qui nous arrive est une ressource. On a parfois un certain nombre de contraintes, vous voyez, de difficultés. Si on était dans un autre environnement, peut-être qu'en fait, ça deviendrait des ressources. Ça vaut le coup de tenir en permanence. Et ça aussi, c'est un travail collectif, parce que même un cerveau humain aussi puissant que celui d'un patron, d'un manager, etc., ne peut pas tout avoir. En permanence, regarder ce qui va bien, le verre à moitié plein, ce qui peut faire ressource, etc. C'est une discipline collective. C'est aussi ce qui fait que on va pouvoir collectivement, l'ensemble des équipes, régler notre GPS intérieur sur les bonnes questions. Parce que ça explique beaucoup de désordre, vous savez, dans certaines entreprises. Ce n'est pas que les gens sont de mauvaise volonté, mais ils ne se posent pas les mêmes questions. Selon l'endroit où ils sont dans l'entreprise, ils n'ont pas les mêmes priorités. Ils n'ont pas la même conscience de ce qui est vital pour la structure. Bien sûr, sans doute chacun à son niveau a raison, mais savoir, être celui ou celle qui va permettre de dire, au-delà de toutes ces petites questions locales que vous avez, voilà les 3-4 grandes questions générales, fondamentales, transversales, qui vont animer notre action dans les 3, 4, 5 ans, 10 ans qui viennent, ça c'est un travail de patron. Oui. Et enfin, face à l'inconnu, face à l'incertain, on a toujours intérêt à chercher un maximum de marge de manœuvre. Voilà. Parce que voilà, la solution qui réglera tout, c'est terminé. On vit dans des univers où les solutions qu'on va trouver seront quasiment toutes imparfaites, temporaires et partielles. Formidable, c'est la vie. Hein. Toute l'histoire de l'humanité depuis Cro-Magnon, l'histoire humaine depuis Cro-Magnon, c'est l'histoire des solutions qu'on n'a pas cessé d'inventer aux problèmes qu'on rencontrait. Toutes ces solutions depuis la nuit des temps ont toujours été partielles, temporaires, imparfaites. Mais mises bout à bout, ça fait la civilisation et on continue à inventer aujourd'hui des trucs formidables qui, en fait, dans 50 ans, nous paraîtront complètement dépassés. Mais c'est pour ça que c'est formidable de vivre, je dirais, dans un univers, qu'on le veuille ou non, malgré tout, qui a été créé et qui fonctionne depuis toujours. Ce qui nous différencie de toutes les autres créatures animales de la Terre, c'est qu'on fonctionne sur un espèce de lâchage, vous voyez, permanent, débridé de notre imagination, de notre créativité. Et je dirais, et voilà, et on est dedans. C'est pour ça que le spectacle dans lequel on est, dont on est à la fois d'ailleurs spectateur-acteur, reste un spectacle fondamentalement passionnant dès l'instant où on regarde, vous voyez. Et pas uniquement dans le monde de l'entreprise, dans d'autres univers. Donc nous, on est là, vous voyez, on est là à la croisée des chemins, le futur, le présent, l'avenir. Moi, j'ai une pensée pour Antoine de Saint-Exupéry. Il nous a laissé une correspondance et il écrit ça un jour à un de ses amis. Il lui avait dit, d'ailleurs l'ami en question, vous avez peut-être entendu parler, parce que c'était un gars, vous savez, il s'était craché dans les Andes avec un petit avion, il s'appelait Henri Guillemet. Et en fait, il fallait absolument qu'il rentre. Il avait survécu, mais il voulait absolument rentrer, non pas pour survivre, il croyait qu'il était foutu, hein, mais il voulait qu'il rentre pour qu'on puisse retrouver son corps. Sans ça, sa femme n'aurait pas pu à l'époque toucher la prime d'assurance. Et en fait, le gars, on a fini par le retrouver vivant, un peu amoché, mais vivant. Et Saint-Exupéry lui envoie cette lettre, entre autres dans sa lettre, il dit ça. Il dit, tu sais, l'avenir, ce n'est jamais que du présent à mettre en ordre. Tu n'as pas à le prévoir, mais à le construire. L'avenir, c'est que du présent à mettre en ordre, c'est-à-dire que, dans le fond, tout ce dont on a besoin aujourd'hui, nous tous ici, pour prendre notre avenir en main, soit on l'a,
je ne dis pas qu'on le voit, mais en tout cas, soit c'est là, on l'a autour de nous, il faut qu'on le trouve, mais si on ne l'a pas, dans ce cas, on s'en fout. Il faut passer à autre chose. Regardons déjà tout ce que nous avons. L'avenir, c'est que du présent à mettre en ordre, ça signifie que nous avons tous un devoir d'optimisation par rapport à la réalité. Faire encore mieux, encore plus avec ce qu'on a déjà. Il sera toujours temps, en vrai, de voir ce qui nous manque, mais déjà, avec tout ce qu'on a, on peut faire un paquet de trucs. Et donc, tu n'as pas à le prévoir, mais à le construire. Et à un moment donné, pourquoi tu n'as pas à le prévoir? Parce que ça n'existe pas, quoi. Le futur, pour l'instant, n'existe pas. Il n'existe que des gens qui, ici et maintenant, sont animés par un truc fondamental qui a toujours fait avancer le monde et qui continuera à le faire avancer, je dirais, et qui s'appelle le désir. Voilà. Eh bien, écoutez, je vous souhaite de continuer à désirer longtemps les choses les plus folles. Merci. Philippe Gabillet. C'est l'ordinateur de... C'est le tien. Super. On a 5 minutes pour des questions, si vous en avez, sans aucun souci. Sans ça, je le connais, il en a. J'en ai une pour vous. Il me fait le coup à chaque fois. J'en ai une pour vous. Déjà, vraiment, j'aimerais que vous repreniez votre petit boîtier, s'il vous plaît. C'est la dernière fois de la journée. Petit boîtier. Et nous allons revoir la question de tout à l'heure. Regardez. À présent, quel est votre état d'esprit face à l'inconnu? J'aimerais que vous y répondiez. Même chose. Est-ce que vous êtes méfiant? Est-ce que vous êtes curieux? Est-ce que vous êtes enthousiaste et opportun et que vous saisissez les opportunités? Allez-y, opérations de vote, elles sont ouvertes. 10 secondes. Appuyez sur le bouton de votre choix. Je ne sais pas si vous vous souvenez des scores de tout à l'heure, ils étaient assez faciles. Fin des opérations de vote dans 3 secondes, 2 secondes, 1 seconde. Allons-y, voyons ensemble vos résultats. Et nous voyons qu'ils ont changé. Bravo Philippe. Et là, je dis bravo. Mesdames, Messieurs, là, je dis bravo. Je vous remercie d'autant plus que si le résultat avait été différent, je n'étais pas payé. Et là, j'ai perdu un micro. Voilà, vous m'entendez? Non, vous ne m'entendez pas? Si. Si, parfait. Parce qu'il y a un micro qui vient de partir. Autrement dit, vous voyez que après les propos de Philippe, c'est là où c'est quand même assez extraordinaire, ceux qui étaient méfiants, ils étaient de l'ordre de 10%, vous vous souvenez? Eh bien, ces personnes-là ont pratiquement disparu. Elles se retrouvent où? Elles se retrouvent du côté des furieux optimistes. Apparemment, si en tous les cas le glissement se fait de A sur C, c'est ça qu'il faut interpréter. Donc, bravo Philippe, vraiment. Avez-vous une question, vraiment? Sinon, nous allons clore cette journée magnifique. Pas de questions? J'ai quand même une chose, si, il y en aura une, au moins une. Parfait, ça c'est un cheminement individuel et parfois collectif sur un certain nombre de points. Vous les avez évoqués. Et maintenant, pour entraîner les hommes vers le futur qui est le projet que le chef d'entreprise porte, y a-t-il là des recettes? Je dois l'entraîner, je dois le convaincre, je dois l'amener à, etc. Merci. La seule méthode, c'est un principe très général, mais pour mettre en avant et mettre en mouvement un corps social, il y a, bien sûr, on dit toujours, il faut qu'il y ait une vision, etc. Je préfère parler d'une perspective. C'est-à-dire qu'au moins que les gens sachent où ils vont, où on voudrait qu'ils aillent, qu'on leur promette une destination. Enfin, voilà, juste quand même déjà, c'est le premier point, mais ce n'est pas le seul. Et voilà, voilà où on vous propose d'aller. Mais ça ne suffit pas, parce que les gens peuvent être en admiration devant ce futur promis, ce n'est pas pour ça qu'ils vont se mobiliser. Pour que des individus acceptent de se mobiliser sur quoi que ce soit, il faut qu'ils aient le sentiment qu'ils disposent, chacun d'entre eux à titre personnel et aussi à titre collectif, justement, de la capacité à avancer. Et ça passe par des choses très concrètes. Est-ce que nous avons, dans le fond, la compétence pour réaliser ça? La compétence en tant qu'individu ou en tant que groupe? Est-ce que nous avons les marges de manœuvre? Est-ce que nous avons vraiment l'impact qu'il faut? Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, un des rôles fondamentaux du dirigeant, bien sûr, il y a un rôle d'organisation, de structuration, de pilotage, de contrôle, ça c'est incontestable. Mais l'autre rôle aujourd'hui du dirigeant est un rôle quasiment de pédagogie permanente, disant aux hommes et aux femmes qui sont autour de lui, vous le pouvez, vous avez la compétence, vous avez les marges de manœuvre. D'ailleurs, regardez ce que vous avez déjà réalisé. Et être quelqu'un ou quelqu'une qui va en permanence nourrir l'envie de faire
par le rappel, la mise en perspective permanente des compétences, des aptitudes et des ressources représentées par le collectif. C'est la seule façon que l'on a de donner envie à un groupe de gens de s'avancer dans un inconnu.